Martinique Actualité. En Martinique, un futur centre commercial divise. Les travaux du nouveau centre commercial du Vauclin suscitent une vive inquiétude chez les commerçants locaux. Malgré plusieurs recours juridiques pour empêcher sa construction, le projet avance et les petits commerces redoutent une perte de 80% de leur chiffre d'affaires. Pour la mairie, ce centre répond à un besoin crucial, notamment pour les plus précaires, et promet la création d'une quarantaine d'emplois, dont une partie a déjà été pourvue par des habitants du Vauclin. Le collège Swaliga à Saint-Martin a été bloqué ce lundi matin par les enseignants soutenus par les syndicats SNES-FSU et UNSA. Ils dénoncent un climat de violence persistante au sein de l'établissement, perturbant la vie scolaire des élèves. Selon les enseignants, des élèves perturbateurs ne sont pas sanctionnés, ce qui entraîne un sentiment de détresse parmi les professeurs et les parents d'élèves. Un préavis de grève a été déposé et les enseignants demandent une réaction urgente des autorités, notamment de la rectrice de Guadeloupe et des îles du Nord, Christine Gangloff-Ziegler. En Guadeloupe, le STPPG, syndicat des travailleurs des produits pétroliers, annonce une grève pour le 24 février prochain contre Total. Le groupe, apparemment plus intéressé par les économies que par ses employés, a commencé à remplacer ses gérants de station par une société externe, ignorant allègrement les droits des salariés. Si la direction ne daigne pas négocier, les travailleurs prévoient de bloquer les stations, histoire de rappeler à Total que sans employés, pas de carburant. En Guadeloupe, toujours la sécurité du carnaval se renforce cette année avec l'utilisation de drones. Depuis le 6 février dernier, un arrêté préfectoral autorise les drones à survoler plusieurs zones du centre-ville de Pointe-à-Pitre jusqu'à la fin des jours gras. Cette surveillance aérienne s'ajoute aux effectifs au sol pour assurer une sécurité maximale pendant l'événement. Une première pour cette édition carnavalesque visant à éviter tout incident et renforcer la présence des forces de l'ordre. Jean-Pierre Frédéric, le directeur territorial par intérim de la police nationale, annonce que ces appareils permettront de surveiller les cortèges sans être vus, contribuant ainsi à prévenir les délits et garantir la sécurité des festivités. On l'écoute. C'est l'une de mes principales préoccupations et c'est pour ça que j'ai donné des consignes très strictes à mes effectifs, dont je voudrais saluer quand même le travail effectué depuis ces 2 premiers mois du carnaval, qui globalement est assez satisfaisant, mais j'ai aussi d'autres sujets à régler en périphérie du carnaval. Si on n'a pas de soucis sur le carnaval, on a aussi beaucoup d'événements qui se passent en périphérie du carnaval qui m'amènent à adapter aussi mon dispositif. S'agissant de la circulation des armes, c'est ma préoccupation. En 2023, pendant le carnaval, en 15 jours de carnaval, on a récupéré 15 armes. Donc vous avez des gens qui pensent venir, qui viennent au carnaval armés. Le signal, il est le suivant. On ne vient pas au carnaval armé et vous prenez le risque de vous faire interpeller et d'avoir des comptes à rendre à la justice. Donc mes policiers sont, vous les verrez, sur le terrain, en train de patrouiller, en train de sécuriser la ville, mais aussi en train de procéder à des contrôles d'identité et aussi à des palpations de sécurité. C'est d'ailleurs à l'occasion d'une de ces palpations de sécurité, puisque j'assiste moi-même au carnaval, je dirige moi-même mon dispositif et vous me verrez avec mes hommes sur le terrain. L'année dernière à Basse-Terre, nous étions en patrouille et on a contrôlé des individus, notamment un gamin de 15 ans qui portait un revolver sur lui. Et donc, vous pouvez compter sur ma détermination et sur celle de mes effectifs pour procéder à des contrôles. Le signal, c'est le suivant, on ne vient pas au carnaval armé. Un projet de carte vitale de l'alimentation pourrait bientôt voir le jour en France, offrant une aide mensuelle de 150 € pour aider les Français à faire face à la hausse des prix alimentaires. Ce projet, initié par le député écologiste Charles Fournier, vise à lutter contre la précarité alimentaire en facilitant l'accès aux produits alimentaires essentiels, tout en encourageant des habitudes alimentaires plus saines. La journée parlementaire réservée aux écologistes a lieu ce jeudi 20 février. Les députés en profiteront pour présenter ce projet de loi. Explication signée Catherine Emmanuel. Le concept de cette carte vitale est simple. Elle permettrait aux bénéficiaires d'avoir un crédit mensuel de 150 € dédié exclusivement à leurs courses alimentaires. Cela aurait pour objectif de soulager les plus vulnérables, notamment ceux qui peinent déjà à subvenir à leurs besoins de base. En plus de faciliter l'accès à une alimentation saine, cette aide chercherait à promouvoir la consommation de produits locaux et équilibrés. L'idée est de rendre plus accessibles des choix alimentaires bénéfiques pour la santé en s'approvisionnant davantage auprès des producteurs locaux. Le financement de cette
cette aide se ferait de manière partagée. Un fonds national serait chargé de couvrir 50% des coûts, tandis que les collectivités territoriales apporteraient 25% du financement et le reste serait financé par une cotisation citoyenne volontaire. Ce système de financement innovant pourrait permettre de répartir l'effort entre l'État, les collectivités et la population elle-même. Le projet n'est pas totalement nouveau. Il a déjà été testé dans certaines villes de France, comme à Bordeaux, où la carte vitale de l'alimentation a eu un impact très positif. Les retours d'expérience sont encourageants. Des étudiants, par exemple, ont pu se nourrir correctement pour la première fois et ont pu inviter des amis sans honte. Cela a aussi contribué à améliorer la santé perçue des bénéficiaires qui se sentent mieux nourris et plus dignes. Ce projet représente un pas important vers un système plus solidaire face aux défis économiques actuels en donnant aux Français une aide directe pour accéder à des produits alimentaires sains tout en soutenant l'agriculture locale et en préservant la santé publique. La proposition sera discutée prochainement et si elle aboutit, elle pourrait marquer un tournant dans la manière dont l'État soutient les plus vulnérables face à l'inflation alimentaire. Le député macroniste Ludovic Mendes, en collaboration avec Antoine Léaumont, affilié à LFI, ont présenté ce lundi une série de propositions visant à réformer la lutte contre la drogue. Parmi les mesures, la dépénalisation du cannabis fait débat. Mendes plaide pour une approche de santé publique plutôt que répressive, répondant aux critiques de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Le rapport, qui inclut aussi des mesures contre le blanchiment d'argent et la corruption, veut s'attaquer aux racines économiques du trafic de stupéfiants. Mendes insiste sur l'importance d'une politique plus équilibrée et moins centrée sur la répression. La Hongrie a vivement critiqué ce lundi les dirigeants européens réunis à Paris pour définir une réponse face à l'attitude de l'administration américaine concernant l'Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères hongrois les a qualifiés de frustrés, pro-guerre et anti-Trump, les accusant de vouloir empêcher un accord de paix. Il a exprimé son soutien à Donald Trump et prôné des négociations directes entre la Russie et les États-Unis, une position que partage son allié Viktor Orban, qui continue de militer pour un cessez-le-feu et refuse l'envoi d'aide militaire à Kiev. Cette réunion à Paris, qui a exclu certains pays de l'UE, intervient après des tensions avec les États-Unis, notamment un discours hostile de J.D. Vance, le vice-président américain, à Munich. Des pourparlers entre hauts responsables russes et américains sont prévus demain en Arabie Saoudite. Ils visent au rétablissement des relations entre Moscou et Washington, notamment de possibles négociations sur l'Ukraine, a indiqué le Kremlin. La récolte de la canne à sucre, qui devait débuter mi-février, est toujours reportée en Martinique en raison de conditions météorologiques défavorables. Un excès de pluie continue d'affecter les sols, rendant la récolte impossible pour l'instant. Les machines risquent de s'embourber et la qualité des cannes est mauvaise. Les distilleries, dont celle de JM au Macouba, doivent attendre que la situation s'améliore. La récolte, qui s'étend normalement de février à juin, pourrait être sérieusement impactée cette année si les conditions ne changent pas rapidement. Info pratique, la collectivité territoriale de Martinique annonce la reprise des travaux sur la RN5 entre la plaine de Rivière-Salée et Petit-Bourg à compter de ce lundi jusqu'à ce jeudi 20 février entre 22h et 5h du matin. Ces travaux concernent la mise hors d'eau de la route et l'aménagement d'une piste cyclable. Des déviations seront mises en place, notamment du giratoire de Lafayette vers Rivière-Salée, Régal et Petit-Bourg pour les automobilistes se rendant vers le nord. Les conducteurs sont donc invités à faire preuve de prudence et à respecter la signalisation. Et EDF a lancé ce lundi des travaux importants pour renforcer le réseau électrique des quartiers de Morne-Pavillon et Morne-Pitot-Lamentin. Le chantier, qui s'étendra sur un mois, se déroulera en 2 phases distinctes. Pour permettre leur réalisation, la départementale D28 est fermée à la circulation de 8h à 18h pendant toute la durée des travaux. Une déviation est bien sûr mise en place pour les automobilistes. Le journal des sports vous est présenté par Rémi Colbert. Bonjour à tous. On débute par de la voile traditionnelle avec la 5e journée du championnat des bébéoles qui s'est tenue à Corps-de-Garde à Sainte-Luce. Les 2 régates ont été enlevées par Team Mascotrel Leadermat, mais d'après son patron Mathieu Bellumeur, ce n'était pas chose facile. Encore des conditions un peu musclées. Je souhaite féliciter l'équipage parce qu'on arrive 2 fois premier, mais c'était pas sur Jésus. Il fallait bien manœuvrer et c'est ça qu'on a bien fait. Avec ces 2 victoires-là, vous grignotez un peu quelques places au classement ? Je pense qu'on va grignoter, je pense 1 ou 2 places. Parce qu'on se rapproche du concurrent numéro 1, Sarah, celui qui est au premier au classement général, parce qu'il a descendu à la 2e course, donc c'est que du bénéfice pour nous. L'Aïole trinitaine Mixey n'était pas présente lors des 3 premières journées du championnat. Hier, elle s'est classée 4e au terme de la première régate et 2e lors de la seconde. Mais elle reste toujours dans le bas du classement. Son patron
Esteban Jos. Le classement, pas spécialement dans le sens où nous, on a raté les 3 premières journées de Bébéol parce qu'on est arrivé, notre yole a été engagé tardivement. Donc on part déjà, on est parti, on a commencé, il me semble, avec 188 points de retard. On veut montrer que la yole trinitaine, elle est là, elle vit et elle est capable de faire de belles choses. Au classement, Tiro Tessara, qui a coulé lors de la seconde régate, reste sur la première marche du podium. Timas Cotrel Leadermat grimpe sur la seconde et la relève CGA-CGM redescend sur la troisième marche du podium. Nous restons avec la voile, mais moderne. La Transcadra est partie de la Turballe dans la Loire-Atlantique. Elle se court en double ou en solitaire. Ils étaient 43 au départ de cette édition. Après une escale à Madère, archipel portugais, les premiers bateaux ont coupé la ligne d'arrivée sur le plan d'eau de la ville du Marin en fin de semaine dernière. Son créateur et directeur de course, Miko Bolo, nous éclaire sur cette traversée en 2 étapes. C'est la 11e édition, c'est tous les 3 ans. La première a eu lieu en 93 à Saint-Martin, 93-96 Saint-Martin, et après tous les 3 ans en Martinique au Marin. Il y a combien d'étapes ? Il y a une première étape qui fait Métropole Madère. Et là, les bateaux, ça se fait l'été. Les bateaux restent 5 mois à Madère et après, on repart fin janvier pour revenir en Martinique, puisque ce sont des gens qui travaillent, ce sont des amateurs. Ce sont des bateaux très très proches les uns des autres, qui ne sont pas des grands bateaux, qui sont des bateaux d'une dizaine de mètres. Dans la catégorie solitaire, c'est Alexandre Ozon sur Team De Choc qui a passé la ligne d'arrivée en vainqueur. Il signe ainsi une traversée entre Madère et le Marin en 12 jours, 18 heures et 31 minutes. Alexandre Ozon est au micro de Fusion. Là, celle-ci a été quand même très dure parce qu'on a eu d'abord des alizés très très établis. On a eu de la mer très très formée, un peu croisée. Si j'ai bien compris, vous êtes à votre 3e victoire ici. Vous connaissez bien le tracé alors ? Ouais, c'est ma 3e victoire. Et c'est rigolo parce que quand on nous dit ça, on connaît le tracé, mais sauf qu'au final, la première, je suis passé par l'option sud. La deuxième, c'est une option nord. Et celle-ci, on a fait quasiment tout droit. Donc au final, c'est toujours différent, quoi. Dans la compétition en double, Éric Guigné et Tanguy Caron sur Ose ont bouclé la traversée en 13 jours et 15 heures. Nous passons au cyclisme pour parler de la 3e manche du challenge du comité régional cycliste de Martinique, une course en circuit sur le territoire du Lamentin. Elle a été remportée par Gabin Vedel du guidon sprinter canadien de la Guadeloupe. Pour lui, ça s'est joué au mental et à la motivation. On l'écoute. Je pense que ça s'est joué au mental, à la motivation. J'ai fait un bon stage de préparation dans les Pyrénées. Après, je fais des études aussi en Guadeloupe. Je suis en STAPS. J'ai pas trop le temps de m'entraîner. Donc, il manque un peu de résistance, mais j'ai quand même bien résisté, mais vraiment surtout au mental. J'avais des crampes dans les 3 derniers tours et j'ai essayé de mettre à mon rythme et ça a marché, quoi. Je suis content. Marc Flavien du Madinina Bikers, qui était en tête pendant une bonne partie de la course, a abdiqué dans les derniers mètres et se classe second. On l'écoute. Malheureusement, le dernier, je me suis fait revoir par un jeune de la Guadeloupe et puis il était un peu plus frais. J'ai eu des petites crampes dans la dernière montée, donc pas pu suivre le rythme malheureusement. Il m'a manqué 500 mètres pour basculer avec lui et puis arriver avec lui au sprint, mais bon. La suite du journal des sports, Rémi Colbert. On enchaîne avec du football. Lors de la 17e journée du championnat de R1, le RC Saint-Joseph et son dauphin, le club franciscain, se sont neutralisés en restant sur un nul 0-0. Au classement, le RC Saint-Joseph précède le club franciscain de 5 points. Le club péléen est 3e avec 7 points de retard. Le Golden Lion 4e et la Samaritaine 5e sont à 10 points du leader. En R2, dans le groupe A, le leader, l'Inter de Sainte-Anne, est allé battre l'Éclair 3-0. Son dauphin, le RC Rivière-Pelote, l'emporte d'un petit but 1-0 face à l'AC Verpré. L'Éveil 3e a battu en déplacement 5-4 le CS Vauclinois. O-News Radio sur outremernews.fr.